Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans la salle à manger de mes parents. On est en banlieue parisienne, c'est cool, ça change un petit peu de cadre. Enfin de toute façon on essaye un peu toujours de changer de cadre. Aujourd'hui je suis toute seule à me filmer, donc c'est la première fois que je parle vraiment toute seule à une caméra. Donc je suis assez contente quand même que mes parents soient pas là aujourd'hui pour pas me voir dans cette situation un peu bizarre. Bref, voilà. Aujourd'hui on va parler d'une question qui m'a été posée, mais alors beaucoup de fois sur les réseaux sociaux, notamment en message privé. Et je sais que c'est une question qui est très compliquée parce que moi-même j'ai un peu galéré, même en ayant des projets acceptés, j'en ai eu d'autres qui étaient refusés à peu près en même temps. Je peux pas te dire qu'il y ait une science absolue pour ce genre de choses, ça dépend de plein de facteurs, mais en tout cas je peux vous dire un petit peu ce que j'ai appris. Pour rappel, je suis Samia Miskina, j'ai été produite notamment par Slate, Spotify ou encore Binge Audio, et cette expérience m'a permis de cerner un petit peu mieux ce que cherchaient les studios de production, notamment quand on leur envoie ces quelques lignes qui sont cruciales pour qu'un projet se fasse ou non. Donc en effet, il y a beaucoup de projets et peu d'élus. 90% au moins des projets sont refusés. Donc c'est normal parce que les producteurs ont déjà un budget qui est pas infini. Ils ont aussi une ligne éditoriale, ils ont aussi une exigence qui fait que tout ça c'est des limitations à tous les projets. On peut le voir comme un désavantage, on peut aussi le voir comme un avantage parce que ça veut dire que si votre projet a été sélectionné, beaucoup d'attention lui a été accordée au moment de la décision, donc ça veut dire aussi que le studio de production est sérieux et que le projet ira loin. Il faut savoir quelque chose d'autre aussi en préambule, c'est que ce n'est pas parce que votre projet est rejeté qu'il n'est pas bien. En fait, parfois c'est parce que il est mal pitché, justement. Quand on le lit, on se dit pas que ça va être quelque chose d'absolument génial, même si vous en êtes persuadé, vous n'avez pas forcément réussi à rendre ça à l'écrit. Soit le producteur ne peut pas le produire parce que justement il n'y a pas de budget, parce que ça ne correspond pas à sa ligne édito, ou tout simplement parce que ça ne correspond pas à ce qu'il cherche à cet instant précis, soit parce qu'ils ont déjà fait quelque chose d'assez similaire par le passé, soit parce qu'ils ont découvert qu'ils avaient un besoin d'aborder certains sujets particuliers ou de s'orienter vers certains formats en particulier. Donc par exemple s'ils ont décidé de faire, on va dire, que des podcasts de conversation, si vous proposez un documentaire ce sera forcément compliqué. Encore une fois, ce n'est pas parce que votre projet n'est pas pris par un studio de production qui n'est pas bien. Et il faut aussi savoir quelque chose d'autre, ce n'est pas parce qu'un projet est mal présenté, mal pitché, qu'il ne sera pas retenu. Par exemple, moi, mon projet Les Forces du Désordre n'avait rien à voir sur le papier avec ce qu'il est devenu ensuite, et je pense que ce qu'il est devenu ensuite était beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que à la fin de la vidéo, je vais vous parler de pitchs qui pour moi ont été réussis, d'autres complètement ratés. Je vais vous donner aussi des retours de producteurs négatifs. Tout ça devrait vous aider à décomplexer et surtout à vous dire que de toute façon la route est longue. Et d'ailleurs ce n'est pas non plus parce qu'on s'est fait produire plusieurs fois qu'on trouvera des producteurs facilement. Tout ça c'est des mythes en fait qu'il faut vraiment oublier. Parfois le producteur va en fait retravailler entre guillemets le pitch, mais cette fois-ci ça devient vraiment le projet avec nous. On se dit que si on avait pitché ça au départ ça aurait été encore mieux, mais c'est pas grave, vous en êtes quand même arrivé à parler avec le producteur en question, vous avez déjà un petit peu avancé dans les étapes, à la limite c'est pas très grave si le pitch est défini vraiment après. Parfois certains producteurs, je précise quand même, vont pas forcément le retravailler avec vous, ils vont juste vous dire non, ça nous intéresse pas, donc l'essentiel c'est quand même d'avoir un bon pitch au départ, mais le plus important c'est d'avoir un bon pitch avant de commencer à travailler sur un projet. Ensuite, même si vous ne proposez pas votre projet à un producteur, c'est toujours bien de partir avec un pitch, même pour vous, ça va vous permettre de savoir exactement ce que vous voulez, la matière que vous allez chercher, comment est-ce que vous allez travailler. De toute façon, un bon projet pour moi ne se fera pas sans bon pitch, que vous alliez effectivement le pitcher à des gens ou que vous le gardiez pour vous. Le premier conseil, c'est de raconter une histoire. C'est-à-dire que le pitch doit mettre en avant une histoire et non pas un sujet assez vague, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on cherche en général. Mettez-vous d'ailleurs à la place des auditeurs et des auditrices. Si vous dites juste je vais étudier par exemple la drogue. Pourquoi ce sujet? Je ne sais pas. Mais je vais étudier la drogue dans mon projet. L'auditeur, l'auditrice qui voit ça, c'est un podcast sur la drogue, il va pas comprendre ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous allez raconter, est-ce que vous allez interviewer des drogués, des personnes qui sont contre la drogue, est-ce que c'est des personnes qui fabriquent de la drogue, est-ce que c'est des personnes qui vendent, bref, peu importe, on s'en fout. Vous avez compris l'idée quoi, parce que je peux aller encore très loin comme ça. Mais il va falloir donc préciser votre projet, par exemple dire je veux parler de cette personne qui a réussi à résoudre son problème de drogue.
je sais pas si on dit ça comme ça, enfin voilà. Ou alors, par exemple, vous pouvez dire je veux parler des gens qui vendent de la drogue, et notamment de cette personne et de son activité. D'ailleurs, c'est un podcast d'Arte Radio, dont le nom m'échappe là tout de suite, mais je vais le mettre, et puis je le mettrai aussi en description. Et donc voilà, en fait... il faut mettre en avant quand même quelque chose d'assez précis et qu'on comprenne ce que vous allez chercher, ce que vous voulez chercher. C'est ça qui donne une idée aux producteurs de votre projet, de ce que vous voulez faire exactement et de ce que vous allez proposer aux auditeurs et aux auditrices. Le fait de se concentrer sur une histoire permet d'ailleurs deux choses. D'abord de ne pas partir tous azimuts parce que potentiellement sinon vous pouvez faire un documentaire de 8 heures si vous voulez. C'est-à-dire que si vous commencez à aller interviewer toutes les parties prenantes de la drogue, vous n'avez pas terminé et ça vous permet donc de roder votre projet aussi en amont et donc de ne pas vous éparpiller avec notamment des choses que vous n'allez pas forcément utiliser après. Ça vous permet aussi de ne pas faire complètement fouillis, d'avoir vraiment une direction. Choisir, c'est renoncer, comme on dit. Donc il faut bien se dire qu'on ne peut pas parler de tout, il y a des choix à faire, tout simplement. Le fait d'insister aussi sur une histoire, ça vous permet aussi de montrer l'intérêt de cette histoire, parce que c'est ce pourquoi on écoute des podcasts, c'est pour écouter souvent des histoires, c'est parce qu'on a envie de savoir la suite. Ne l'oubliez pas, n'oubliez pas aussi votre position d'auditeur ou d'auditrice, ce qui me permet de faire une excellente transition vers mon second point. Mon second point, c'est qu'il faut absolument insister sur l'intérêt de cette histoire. Enfin, insister, en faites pas 3 tonnes. D'ailleurs, si l'intérêt de l'histoire ne ressort pas pour vous tout de suite, c'est-à-dire que vous dites pas qu'un producteur va voir ça et va dire « Waouh, c'est génial », c'est qu'il y a souvent un souci. Mais vous pouvez quand même rajouter 1 ou 2 lignes sur vraiment pourquoi est-ce que les auditeurs auraient envie d'écouter ça. Donc dites-vous tout simplement « Ok, et alors ?» C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça va intéresser quelqu'un d'autre que vous ? Si c'est un sujet qui vous passionne particulièrement, la drogue, peut-être que ça passionne pas tout le monde. Peut-être que certaines personnes vont trouver ça super chiant, en fait, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à montrer pourquoi est-ce que ça peut intéresser des gens. Parce que, je sais pas, beaucoup de gens consomment de la drogue, parce que beaucoup de gens ont peur de la drogue, parce que les réseaux de drogue sont des réseaux qui font, j'en sais rien, beaucoup de mal. Bref. Donc mettez-vous absolument dans la peau des auditeurs. Dites-vous si vous voyez ça, est-ce que vous aussi vous vous demanderez so what ? Donc pour moi le plus important à ce niveau-là, c'est d'essayer de relier la petite histoire à une grande histoire. C'est-à-dire comment par exemple l'histoire de cette personne qui a résolu son problème de drogue peut parler à plein de gens, mais d'ailleurs pas forcément sur la drogue uniquement, mais sur les addictions en général, notamment les addictions au sucre, j'en sais rien, bref. Donc le sujet ne doit pas être trop étroit, la finalité du sujet ne doit pas être trop étroite, même si votre histoire est très particulière, très centrée, il faut absolument, que vous le disiez ou non explicitement d'ailleurs dans le podcast au final, que en tout cas les auditeurs et les auditrices comprennent la connexion de ce sujet-là à une plus grande histoire, à un sujet de société, etc. Bref, il faut que littéralement ça raconte quelque chose au sens propre, mais aussi au sens plus large, tout simplement. Il faut raconter quelque chose. 3e conseil, trouver des personnages précis. Alors ça, c'est important pour 2 raisons. Déjà parce que ça va vous permettre aussi de mieux roder votre projet et donc votre pitch. Pareil, encore une fois, prenons ce sujet de la drogue. Avoir par exemple un dealer que vous allez interviewer, c'est pas pareil que de dire voilà, je voudrais interviewer des personnes impliquées dans la drogue, voire même je voudrais interviewer un dealer. Trouvez le dealer. Pourquoi ce dealer-là en particulier, en fait ? Pourquoi est-ce que son histoire est intéressante ? Est-ce qu'il s'exprime bien ? Est-ce qu'on a envie de le suivre ? Soit sur tout l'épisode, soit sur carrément une série. Ça permet d'abord, je me suis mélangée dans les 1, 2, mais en gros, ça permet de préciser votre projet, parce qu'un projet peut être vraiment super sur le papier, encore faut-il que vous ayez les personnages qui correspondent à ce que vous cherchez. Donc les persos vont rendre le projet un peu plus concret. Et deuxièmement, les personnages vont composer quand même une grande partie de votre projet, donc c'est important qu'ils soient intéressants à suivre, qu'ils plaisent tout simplement. Donc n'hésitez pas, avant même de pitcher un projet, à aller envoyer des mails, à contacter des personnes, à moins que ce soit vraiment très compliqué, que vous ayez besoin d'une aide
pour contacter certaines personnes. En tout cas, ça peut être pas mal de dire par exemple j'ai ce personnage sous la main, c'est autour de lui par exemple que je veux construire mon projet parce que raison X, Y. Ce qui m'amène d'ailleurs, décidément, excellente transition en fait, je me trouve incroyable aujourd'hui, au 4e point. Montrer la faisabilité du projet au producteur ou à la productrice à qui vous écrivez. Pour ça, justement, avoir des personnages déjà prêts, ça peut être quelque chose d'assez utile en fait pour convaincre quelqu'un de se lancer avec vous dans ce projet de podcast. Montrer la faisabilité du projet aussi, c'est souligner par exemple que le dispositif sonore n'est pas trop contraignant, c'est montrer aussi que le budget ne va pas être immense, surtout si on est débutant, parce que forcément si on est débutant, on n'a pas pu prouver encore qu'on était capable de mener un projet à bien, un projet ambitieux surtout à bien. Donc c'est important de montrer qu'on est prêt à faire quelque chose d'assez simple, mais enfin il y a plein de choses même autour de vous qui peuvent être intéressantes à raconter sans aller forcément à chercher des sujets qui vont se passer, j'en sais rien, en Australie par exemple quoi. N'hésitez pas aussi à insister sur la connexion que vous avez avec ce projet en particulier. Par exemple, pour les forces du désordre, j'ai mis en avant au moment de pitcher mon projet à Slate le fait que j'avais déjà travaillé avec des forces de l'ordre, donc j'avais une connexion à ce niveau-là, et aussi que je connaissais des manifestants parce que j'étais moi-même manifestante. Et donc je pouvais aussi explorer cet aspect-là en ayant des personnages que je connaissais personnellement. Mais ça peut être le cas pour plein d'autres sujets. Il y a plein de sujets qui sont forcément plus faciles à réaliser si vous connaissez les personnes, ou au moins, de toute façon, même si vous les connaissez pas, même si vous n'êtes pas vous-même impliqué dans ce domaine, montrez encore une fois que vous avez contacté des personnes, qu'elles sont prêtes à témoigner, que vous vous lancez pas dans le vide, parce que pour un producteur, qu'est-ce que ça veut dire de dire oui à un projet qui de toute façon pourra pas se faire parce que vous ne pourrez pas avoir l'intervenant ou l'intervenante que vous vouliez. Ça sert à rien de proposer, j'en sais rien moi, un projet sur François Ruffin au pif, si par exemple le gars se trouve est injoignable ou n'a pas le temps en fait de répondre à vos questions. Je sais pas pourquoi j'ai pris François Ruffin. Si on regarde cette vidéo, no offense François Ruffin. 5e conseil, écrire les épisodes. Alors là, c'est franchement un conseil que j'applique même pas toujours à moi-même parce que je déteste écrire les épisodes en amont. Dans le documentaire, on ne peut pas anticiper ce que les gens vont dire. On ne peut pas anticiper exactement ce qui va se passer dans une situation donnée non plus. C'est très présomptueux en fait d'imaginer qu'on a la réponse, on a le script en fait en amont. Dans ce cas, j'ai envie de dire pourquoi faire un documentaire si on sait exactement ce que les gens vont dire. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Le but aussi du documentaire, c'est de surprendre et de soi-même être surpris. Ça paraît pas très compatible avec le fait d'écrire les épisodes en amont. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec la fiction. La fiction, de toute façon, tout est écrit, tout est joué. Mais dès qu'il s'agit d'aller dans le réel et de rendre compte du réel, forcément, on va se retrouver avec des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Mais si c'est possible, on peut partir avec une trame et au moins avoir les questions qu'on veut poser. C'est quelque chose qui permet de structurer un petit peu, par exemple surtout si on fait une série, ça permet de structurer un peu ce qu'on veut aller chercher et ça va permettre de déterminer aussi un peu le résultat final sans forcément l'écrire. Comment expliquer ça ? Ça permet de dominer en tout cas un peu votre sujet tout en laissant la place aux surprises éventuelles. C'est ce que j'ai fait pour les forces du désordre. Avant de partir, j'avais une liste, il me semble d'ailleurs au départ, de 6 épisodes que j'avais pas du tout pitché au moment d'envoyer mon projet à Slate, mais que j'ai travaillé ensuite avec eux. Mais je le précise pour le pitch parce qu'en fait beaucoup de studios de production vont vous demander vos épisodes, ne serait-ce que les titres d'épisodes provisoires même bien sûr, et sujets abordés en 1 ou 2 lignes parce que ça va leur permettre de comprendre un peu mieux votre projet. Donc moi-même quand j'ai pitché mon projet par exemple à Slate, les forces du désordre, j'avais pas ma liste d'épisodes du tout, mais je me le suis permis aussi parce qu'ils avaient pas eux de leur côté une trame à laquelle il fallait répondre, enfin une liste de questions auxquelles il fallait répondre et de trucs qu'il fallait aborder pour préciser son projet. Donc voilà, il faut toujours respecter ce qu'on vous demande, ce qu'un studio de production vous demande, parce que si vous le demandez, c'est qu'ils ont besoin d'avoir ces éléments pour prendre une décision, donc vous ne pouvez pas trop prendre la liberté de répondre à certaines questions, et pas à d'autres, sauf cas vraiment très exceptionnel quoi.
Moi je dirais juste un petit truc pour ça, surtout pour les séries limitées, parce que pour des émissions par exemple comme Sex Club que j'ai fait pour Spotify, c'était une émission bimensuelle et dans chaque épisode j'abordais un sujet différent, mais Les Forces du Désordre c'était bien une série limitée. Et donc il faut quand même qu'il y ait une cohérence, une logique d'un épisode à l'autre. Pour moi c'était entre guillemets chronologique, avant, pendant et après la manifestation. Parfois ça peut être thématique, parfois ça peut être autre chose, mais il vous faut un fil rouge en tout cas qui relie chaque épisode de la série. Vous pouvez pas juste faire un plan à tiroir, donc je disais, donc un plan à tiroir qu'est-ce que c'est ? C'est je tire tel tiroir, mais en fait j'aurais pu tirer tel tiroir, j'aurais pu ouvrir celui-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de logique dans la succession des épisodes. Dans ce cas, c'est que votre narration n'est pas bien en place, votre histoire n'est pas bien en place, donc faites très attention à ça, et notamment si on vous demande vos épisodes au moment du pitch. 6e conseil, expliquez à un moment pourquoi est-ce que ce projet marcherait en audio. Donc ça peut être une ligne, mais en tout cas il faut que, à moins que ce soit vraiment très évident, hein. Souvent ça l'est pas. Est-ce que ce sujet va marcher en audio ? Pourquoi ? Quels sont les éléments qui vous permettent de dire ça ? Est-ce que, j'en sais rien, ce sujet a été exploré déjà en presse écrite, à la télé, mais il n'a jamais été en audio? Dans ce cas, quel est l'intérêt en fait de l'audio ? Qu'est-ce que vous allez apporter avec de l'audio à ce domaine qui a déjà été exploré? Est-ce que vous allez avoir un focus audio en particulier, c'est-à-dire si un sujet se prête à différents formats, est-ce que l'audio va lui apporter quelque chose de particulièrement intéressant? Et en tout cas quelque chose qui va traverser l'esprit souvent des studios de production. Vraiment le fait qu'il n'y ait pas d'image, ou ça peut être quelque chose d'assez contraignant, et il va falloir que vous soyez capable de faire ressortir des images à l'audio. Donc c'est vraiment important de dire que par exemple votre projet ne nécessite pas de visuel. Alors là, c'est le moment un peu compliqué de la vidéo où je vais parler de pitch réussi et de pitch raté. Et je vais prendre des exemples qui viennent de moi, tout simplement, des pitchs que j'ai complètement ratés et d'autres que pour moi j'ai mieux réussi. Je vais aussi vous donner certains retours de producteurs et ça vous permettra un peu de comprendre. C'est très important les retours de producteurs. C'est très difficile pour l'ego parce qu'un projet c'est souvent quelque chose de très personnel. Quand on est créatif en général, on met beaucoup de soi aussi dans ses projets et c'est très dur qu'on vienne nous dire non mais en fait ton idée elle tient pas la route. Quand on propose des idées, on s'expose à un non, il faut s'y préparer, il faut pas se flageller non plus si on a un non, ça peut être une leçon à tirer pour la suite. Donc voilà, tout ce préambule pour retarder le moment de vraiment vous lire des pitchs. Un projet que j'avais envoyé à Arte Radio, Tout feu tout flamme en 2017. D'ailleurs j'étais encore dans mon ancien job, vous allez le voir parce que c'est un peu de toute façon le sujet aussi du documentaire, de mon pitch. Donc c'est un moment où j'écoutais beaucoup de podcasts, j'en avais marre de mon boulot, j'avais envie de faire des choses créatives et j'avais envie de faire de l'audio en particulier. J'ai envoyé sur un coup de tête, mais vraiment je pense que entre l'idée et l'envoi du mail, il s'est passé une demi-heure et j'étais persuadée qu'on me dirait oui. Parce que pour moi, c'était comme ça que ça marchait. J'ai connu plein d'échecs, hein, mais c'était juste que c'était forcément super génial et je m'attendais à un oui, un grand oui. Ça a été un grand non. Ça s'appelait Temps fort. Documentaire de 10 minutes sur un gendarme travaillant dans un fort aux portes de Paris. On ne préciserait pas lequel. Ben tiens. L'idée est de montrer qu'il vit presque en vase clos, avec possibilité de mettre sa situation actuelle en contraste avec les nombreux déplacements qu'il faisait auparavant en tant que gendarme mobile. Celui-ci raconterait sa journée. Le matin, trajet entre la caserne et le fort proprement dit, et puis trajet entre le fort et le mess, / la caserne à midi où il retrouve sa famille. Il pourrait également évoquer son footing sur les remparts du fort où vivent des ânes et des moutons. On pourrait également mentionner l'hôpital de la caserne pour accentuer l'idée d'une ville fermée. Outre l'espace restreint, il serait intéressant d'insister sur le rythme, une vie réglée, et le temps, une journée hors du temps, à l'abri du temps. D'où cette proposition de titre. Temps fort, je vous rappelle. Pour information, il s'agit de mon lieu de travail. J'ai donc l'autorisation d'y pénétrer et les contacts nécessaires, mais en ce qui concerne les enregistrements, il me faudrait des autorisations. Est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi ce pitch est pas bon ? Franchement, celui-ci raconterait sa journée.
On pourrait également mentionner l'hôpital de la caserne. Enfin, c'est vraiment hyper ennuyeux à lire. Je pense que ça aurait été hyper ennuyeux à écouter, même si j'étais pas très contente quand on m'a dit effectivement que c'était pas terrible. Réponse du grand Sylvain Gire d'Arte Radio. Votre projet est très flou. On ne sait pas ce que vous voulez faire exactement. C'est un sujet, non un projet sonore. Le gendarme, on ne fait plus des une journée avec. Ça n'est pas intéressant et ça ne marche pas. Il faut penser en séquence forte et non en chronologie. Et je ne vois pas l'intérêt du programme. Voilà. Il faut se placer du point de vue de l'auditeur et pas juste de vos envies. Pas grave, merci encore et vive la radio. Bon, c'est mon premier refus d'Arte Radio, ce n'était pas le seul. Je pense qu'aujourd'hui, si j'avais un projet un peu similaire sur un gendarme dans une caserne, je le présenterais complètement différemment parce que mon projet serait complètement différent. Déjà, je choisirais un personnage vraiment intéressant, c'est-à-dire que je mettrais ça en avant aussi dans mon pitch, c'est-à-dire pourquoi lui. Ensuite, j'insisterai un peu plus sur l'intention de réalisation, c'est-à-dire qu'est-ce que je compte faire exactement, comment je compte m'y prendre, à quoi ressemblera le projet en termes de réal. J'insisterai aussi sur le pourquoi c'est intéressant cette histoire. Donc par exemple, j'en sais rien, moi si je voulais parler du racisme dans la gendarmerie, je pourrais partir de ça, mais pour raconter une histoire de racisme dans la gendarmerie. Le fait d'avoir une ville fermée, d'avoir une bulle dans laquelle tout est possible. Je ne proposerai plus jamais un sujet de type une journée avec, et ensuite on va aller là, et ensuite on va faire ça, et ensuite il va nous raconter ça quoi. Enfin, on comprend rien, et c'est pas intéressant. Autre projet, là je vais vous parler de mon pitch pour les forces du désordre, qui n'était pour moi pas si bien que ça finalement, pour vous montrer que un projet peut être mal pitché et finalement retenu parce que retravaillé avec le studio de production, donc c'est rare je pense, mais là c'est arrivé et j'ai eu beaucoup de chance pour ça. Une série documentaire entre 5 et 10 épisodes sur les forces de l'ordre qui s'appellerait Que fait la police ? Si vous avez écouté effectivement le podcast en question, j'ai interviewé des manifestants et des membres de forces de l'ordre, mais à ce moment-là, je voulais juste interviewer des membres de forces de l'ordre. Mon projet vise à décrypter les stratégies de maintien de l'ordre, tant dans le processus décisionnel que dans l'action sur le terrain, ainsi que la perception de la police par les contestataires et la population en général. Ensuite, ça continue un petit peu, mais juste pour expliquer en fait ma connexion au sujet, je dis aussi que j'ai déjà abordé ce sujet dans mon premier documentaire qui était sorti en indépendante, donc Boosty, secouriste à la manif du 1er mai 2018, et je me la pétais en disant qu'il avait été sélectionné au Paris Podcast Festival. Vous avez bien compris que ce projet a été retenu, mais pour autant je ne le trouve pas terrible parce que je pense que le fait de dire décrypter les stratégies de maintien de l'ordre, tant dans le processus décisionnel que dans l'action sur le terrain, on comprend pas en fait qu'est-ce qui va se passer et c'est ça qu'on a précisé au final après dès le premier rendez-vous. Comme vous n'aurez pas souvent de seconde chance, évitez d'envoyer des choses vagues de ce type, de dire décrypter, etc. Enfin, c'est bien, mais ça doit pas être votre première ligne en fait, de décrypter quelque chose. Partez toujours d'une histoire encore une fois et au final ce qui a été intéressant c'était de mettre en parallèle les expériences des manifestants et des forces de l'ordre avant, pendant et après la manifestation et de raconter comment une même manifestation peut être vécue de façon très différente de part et d'autre, quels sont les regards. En fait, l'idée, c'était vraiment de croiser un petit peu les différents regards et d'insister sur les deux camps qui s'affrontaient et de voir comment ils se préparaient un petit peu comme dans une guerre, pour des raisons donc absolument très 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 différentes les uns des autres. Et ça permettait aussi de montrer les différences incroyables qui existaient au niveau des violences que subissaient l'un et l'autre camp. On ne pouvait pas du tout les mettre sur un pied d'égalité. Et j'ai eu de la chance tout simplement d'avoir une seconde chance pour pitcher, parce que vraiment mon premier rendez-vous a été un repitchage. Et pour le troisième pitch dont je voudrais vous parler, c'est un pitch d'un projet qui n'est pas encore sorti, parce que c'est quelque chose qui va démarrer à la rentrée si tout va bien, donc je l'ai envoyé notamment à plusieurs producteurs. Pour le pitch, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais voir moi sur mon application de podcast quand je trouve ce podcast, qu'est-ce que j'aimerais lire comme pitch, c'est-à-dire qu'est-ce qui me donnerait envie de l'écouter. Donc vraiment, je me suis mis dans la tête d'écrire en quelques lignes le synopsis du podcast qu'on pourrait proposer sur l'application de podcast. Dans une école parisienne, un petit garçon a créé le refuge, où il va se calmer quand il pique des crises. Pour préciser, c'est un projet sur une école parisienne, donc en fait dans laquelle je suis allée pour présenter mon métier de podcasteuse, donc à la base pas du tout dans l'idée de faire un podcast. Et une fois à l'intérieur, je me suis dit mais c'est génial
Il faudrait vraiment trouver quelque chose qui puisse mettre en avant cette école, l'expérience des élèves, de la directrice, des maîtresses. Je peux pas juste dire que je vais faire un podcast sur une école, il va falloir préciser l'histoire que je veux raconter, les personnages, etc. Dans une école parisienne, un petit garçon a créé le refuge, un lieu où il va se calmer quand il pique des crises. Il a accepté de le partager avec ses camarades. Qui sont ces enfants qui vont dans le refuge ? Qu'est-ce qui les y amène ? Qui font-ils ? Qu'est-ce que ce lieu nous dit de l'école comme refuge, à l'abri du monde extérieur ? Je ne dis pas que c'est le meilleur pitch qui soit, je pense qu'il y en a bien d'autres meilleurs même que ça. Mais en tout cas, je pense que j'ai tiré un peu des expériences de mes échecs passés. Mais en tout cas, j'ai compris des choses et je pense que je ne pitch plus du tout de la même façon mes projets aujourd'hui qu'avant. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Si c'est un pitch qui vous donnerait envie d'écouter le podcast, ça m'intéresse d'avoir vos retours parce que je peux toujours m'améliorer, je pense aussi d'ailleurs. Voilà. Pour ce... Voilà. En conclusion, essayez de faire en sorte que votre pitch soit le plus court possible, le plus concis possible. Tout dépend de votre sujet, vous n'allez pas forcément pouvoir faire quelque chose de très court, mais essayez quand même. Dites-vous aussi que ce qui est requis pour un bon pitch, c'est ce qui est requis pour un bon podcast. Même moi, pour un projet que j'ai là, que j'aimerais faire toute seule, j'ai quand même fait un pitch parce que je pense que c'est important. Ça me permet un petit peu de préciser les choses, de savoir exactement ce que je vais faire, l'histoire que je vais raconter. Encore une fois, de justifier l'intérêt de cette histoire aussi. Un pitch, c'est pas quelque chose qui est là pour vous saouler. Si ça vous saoule, je comprends. Mais c'est aussi quelque chose qui est un vrai outil qui vous aidera de toute façon dans votre travail. Ne désespérez pas si vos projets sont refusés. Encore une fois, certains des miens ont été refusés, d'autres ont été acceptés. Si je m'étais arrêtée à la réponse que j'ai eue pour mon projet sur le gendarme, c'est dommage parce que j'aurais pas fait tous les autres projets qui sont effectivement sortis après. Digérez d'abord, énervez-vous, pas par mail surtout, soyez toujours cordial dans vos réponses. Dès le lendemain, rebondissez, dès le lendemain ou quand vous voulez, mais bref, rebondissez, allez de l'avant, améliorez-vous dans le pitch. Si on vous a fait un retour précis sur pourquoi votre pitch n'allait pas ou pourquoi votre projet n'allait pas, travaillez dessus, c'est vraiment très important. C'est comme ça qu'on progresse. Dites-vous aussi que les producteurs sont des humains, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils peuvent refuser un projet qui aurait été pourtant génial pour des raisons qui leur appartiennent. Ça ne vous empêche pas d'aller taper à d'autres portes. Il y a plusieurs studios de production. Il n'y en a pas 3 tonnes, c'est clair, mais il y en a quelques autres. Ça ne vous empêche pas non plus de le faire tout seul ou toute seule si vous le souhaitez et éventuellement de le monétiser si vous le souhaitez aussi. Et enfin, je voulais déconstruire un mythe qui est assez répandu et d'ailleurs ça correspond à beaucoup de questions qu'on m'a posées. On m'a demandé, mais est-ce que tu connaissais la personne à qui t'as pitché ton projet pour qu'il soit accepté comment ça s'est passé? Parce que moi, j'ai pas de réseau. Bon, ça peut arriver qu'un projet soit accepté parce qu'on connaît la personne qui décide, mais pour moi, ça n'a pas du tout été le cas. Il y a plein de studios de production qui donnent leur chance à des débutants et des débutantes. Ne vous dites pas non plus que si votre projet a été refusé, c'est parce que vous connaissez pas X ou Y. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet qui est assez complexe pour moi, le pitch, parce que c'est quelque chose de très subjectif, parce qu'on ne peut pas non plus savoir exactement ce que un producteur ou une productrice va chercher. J'ai pas non plus la science infuse, je fais peut-être toujours des erreurs. En tout cas, j'espère que je vous ai donné des billes pour améliorer vos pitchs à l'avenir. Il y a peut-être des choses aussi que vous avez eu l'idée de faire et dans ce cas, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Peut-être des choses dont j'ai omis de parler moi-même dans ma vidéo. Et n'hésitez pas aussi à parler de vos expériences de pitch ratés ou de pitch réussis. Enfin, tout est intéressant. Ça m'intéresse en tout cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour nous soutenir et ne rater surtout aucune de nos vidéos. Encore une fois, il y en a une par semaine, donc il y a vraiment toujours plein de choses à venir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.